Ils avaient toute la vie devant eux. Un couple de jeunes mariés, parti skier avec des amis en Haute-Savoie en février 1999. Mais un matin, ils s'aventurent seuls sur une piste peu fréquentée, et disparaissent sans laisser de traces. Pendant un an, le silence de la montagne a tout englouti. Jusqu'au jour où un alpiniste tombe sur quelque chose que personne n'aurait jamais dû voir. Si vous aimez les histoires vraies qui dévoilent le pire de la nature humaine, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. Et dites-nous en commentaire, selon vous, peut-on vraiment disparaître dans un pays comme la France, sans que personne ne remarque? Pour comprendre l'horreur de cette affaire, il faut revenir à l'hiver 1999, dans une station paisible où tout semblait encore possible. En février 1999, la chapelle d'Abondance, nichée au cœur des Alpes de Haute-Savoie, se drapait d'une couverture immaculée, scintillant sous un soleil généreux. L'air vif portait les murmures joyeux des skieurs et le crissement régulier des remontées mécaniques. C'était dans ce cadre idyllique que s'épanouissait l'aventure de deux jeunes âmes, Agnès Delcourt, 26 ans, et Loïc Brenier, 27 ans. Fraîchement unis par les liens du mariage, leur vie lyonnaise de professeur de littérature pour elle et d'ingénieur civil pour lui, avait laissé place à l'ivresse des sommets. Leur voyage de noces improvisé avec des amis, imprégné d'une atmosphère de liberté et de découverte, symbolisait le début d'une existence qu'ils imaginaient pleine d'audace. Agnès, dotée d'une curiosité intellectuelle insatiable pour les textes anciens et les poètes romantiques, trouvait dans la nature alpine une résonance particulière. La grandeur des paysages, le silence des forêts enneigées, l'immensité des cieux, tout cela nourrissait son esprit contemplatif. Loïc, quant à lui, incarnait l'action et l'exploration. Son métier d'ingénieur civil, exigeant précision et résolution de problèmes complexes, se traduisait en montagne par une passion dévorante pour les sports d'hiver et une attirance irrésistible pour les sentiers moins fréquentés. Il ne s'agissait pas seulement de glisser sur la neige, mais de la conquérir, de comprendre ses caprices, de se fondre dans son immensité. Leur union était un équilibre harmonieux entre la contemplation et l'action, l'art et l'ingénierie. Leur présence au sein du groupe d'amis était une source constante de dynamisme. Leur complicité évidente et leur enthousiasme contagieux animaient chaque soirée, chaque descente. Les journées s'écoulaient au rythme des pistes damées, des plaisirs simples du chalet et des éclats de rire. La neige était abondante, d'une qualité exceptionnelle, invitant à l'exploration. Une discussion informelle avait émergé au sein du groupe, touchant à l'attrait des zones non balisées, des vastes étendues vierges qui promettaient une expérience de glisse pure et une communion plus intime avec la montagne. Loïc, toujours en quête de nouveautés, avait manifesté un intérêt prononcé pour une combe isolée, réputée pour sa poudreuse intacte mais aussi pour sa topographie complexe, exigeant une connaissance aiguisée du terrain et une prudence accrue. Le matin du drame, alors que le soleil inondait à nouveau les pentes, Loïc et Agnès prirent une décision qui allait changer le cours de leur existence. Ils se séparèrent du groupe principal pour s'aventurer sur une piste moins explorée, une descente hors piste qui promettait une solitude grandiose et des sensations inédites. Loïc, armé de son sens de l'orientation et de son expérience des terrains difficiles, avait étudié la carte du secteur avec une concentration méticuleuse. Agnès, bien que plus novice dans l'exploration de telles zones, partageait cette soif d'aventure, confiante dans les compétences de son mari et attirée par la beauté brute des paysages immaculés, un contraste saisissant avec les volumes poussiéreux de la littérature qui peuplaient son quotidien. Leur départ fut observé avec une pointe d'admiration et une légère appréhension par leurs amis, habitués à l'audace calculée de Loïc. L'après-midi s'étira, les ombres s'allongèrent sur les versants. L'heure du rendez-vous, fixée au pied des pistes, fut dépassée. D'abord, une légère inquiétude flotta, vite balayée par l'idée d'un détour imprévu ou d'une pause prolongée dans un refuge. Mais à mesure que le crépuscule enveloppait la vallée et que les dernières remontées mécaniques s'arrêtaient, l'inquiétude se mua en une anxiété palpable. Les amis tentèrent de les joindre sur leur téléphone portable, sans succès. Les appels au poste de secours de la station et à la gendarmerie locale se multiplièrent, transformant la soirée en une attente insoutenable. Le silence radio devint assourdissant. Les premières lueurs de l'aube du jour suivant marquèrent le début d'une opération de recherche d'une ampleur considérable. Le peloton de gendarmerie de haute montagne, PGHM, de Chamonix, spécialiste des interventions en milieu extrême, fut immédiatement mobilisé. Des hélicoptères, équipés de caméras thermiques, survolèrent sans relâche la zone identifiée comme leur dernier point de contact connu, leur balai mécanique contrastant avec le silence habituellement majestueux des cimes. Des unités cynophiles, composées de chiens spécialement entraînés à la recherche de personnes ensevelies sous la neige, furent déployées sur le terrain, sondant chaque parcelle de neige, chaque couloir, chaque crevasse.
Des volontaires locaux, connaissant parfaitement la montagne, se joignirent aux équipes professionnelles, animés par l'espoir de retrouver le jeune couple. La topographie du secteur choisi par Loïc et Agnès se révéla particulièrement hostile aux opérations de secours. La neige fraîche dissimulait les dangers, des barres rocheuses abruptes, des séracs menaçants et des zones sujettes aux avalanches. Les conditions météorologiques, bien que clémentes au début de leur excursion, se détérioraient rapidement, apportant de nouvelles chutes de neige qui effaçaient les traces et augmentaient le risque d'ensevelissement. Chaque jour qui passait transformait l'espoir initial en un désespoir grandissant. Les informations diffusées par les médias locaux, puis nationaux, rappelaient la fragilité de la vie en haute montagne et l'implacable pouvoir de la nature. La nation entière retenait son souffle, suivant avec une émotion contenue les bulletins d'information sur cette disparition inexpliquée. Les semaines s'écoulèrent, implacables. Les recherches intensives, menées sans relâche malgré l'épuisement des équipes et les conditions difficiles, ne donnèrent aucun résultat probant. Pas la moindre trace de matériel, pas le moindre indice permettant de comprendre ce qui avait pu se passer. La zone fut ratissée à plusieurs reprises, mais la montagne y gardait ses secrets avec une obstination déconcertante. Les familles d'Agnès et Loïc, dévastées, s'accrochaient à chaque infime possibilité, tandis que le public assistait, impuissant, à l'effacement progressif de l'espoir. L'hiver touchait à sa fin, et les chances de les retrouver vivants s'amenuisaient chaque jour davantage. Face à l'absence de toute piste concrète et malgré l'ampleur des moyens déployés, les autorités furent contraintes de prendre une décision déchirante. Le 22 mars 1999, après plus d'un mois de recherche infructueuse, le cas d'Agnès Delcourt et Loïc Brognier fut officiellement archivé comme une disparition inexplicable. Cette classification administrative ne faisait qu'accentuer le mystère et la douleur des proches. Le dossier fut clos, mais les questions demeuraient, lancinantes et sans réponse. Que s'était-il passé dans cette combe isolée des Alpes? Avait-il été victime d'une avalanche, d'une chute, ou d'un événement plus insaisissable encore? L'incertitude planait, laissant la famille, les amis et l'opinion publique dans un suspense angoissant, confrontés à l'énigme du destin de ce jeune couple, dont la passion pour la montagne avait conduit à une absence totale, une disparition dans le silence assourdissant des sommets. Près d'un an s'était écoulé depuis la disparition de Loïc Brognier, et l'hiver de l'an 2000 touchait à sa fin, cédant lentement la place à un début de dégel qui promettait la libération des montagnes de leur étreinte glaciale. Les vallées de Haute-Savoie, encore parées de leurs manteaux blancs, commençaient à révéler les secrets enfouis sous des mois de neige accumulés. C'est dans ce paysage de transition que Mathieu Arzel, un alpiniste aguerri de 41 ans, originaire de Grenoble, entreprit une de ses traversées solitaires habituelles. Son itinéraire le menait à travers une zone particulièrement reculée de la forêt alpine, bien au-delà des périmètres de recherche initiaux qui avaient été mis en œuvre après la disparition. Mathieu, connaisseur intime de ces sentiers à peine tracés, appréciait la solitude et le défi que ces expéditions représentaient, une communion silencieuse avec une nature à la fois grandiose et impitoyable. Le soleil de fin de journée, filtrant à travers les branches dénudées des mélèzes, projetait de longues ombres sur la neige. Le silence était presque total, brisé seulement par le crissement de ses raquettes et le goutte-à-goutte occasionnel des stalactites de glace se détachant des rochers. Mathieu progressait avec une prudence méthodique, ses yeux balayant constamment le terrain, non seulement pour anticiper les obstacles, mais aussi par habitude d'observer le moindre détail de son environnement. C'est alors qu'une anomalie attira son regard. À l'orée d'un petit replat, où la neige avait commencé à fondre de manière inégale, une forme sombre émergeait du blanc. L'instinct de l'alpiniste, rodé à la détection de tout ce qui sortait de l'ordinaire dans ces vastes étendues, le poussa à s'approcher. Plus il réduisait la distance, plus la nature de l'objet devenait sinistrement évidente. Ce n'était pas une roche, ni un tronc d'arbre. C'était un corps humain, partiellement exposé par le dégel, encore prisonnier d'une couche de neige compactée et de glace. Le choc initial fut profond, une onde de froid traversant Mathieu malgré l'effort physique. Il s'immobilisa, son souffle s'accélérant, avant de reprendre le contrôle et d'évaluer la scène avec le professionnalisme que des années d'expérience en montagne lui avaient inculqué. L'examen visuel, bien que rapide et respectueux, révéla des détails glaçants. Le crâne du malheureux présentait une déformation significative, une blessure nette et profonde suggérant l'impact d'un objet contondant d'une force considérable. Cependant, ce n'était pas l'unique horreur. Un examen plus attentif du thorax et des vêtements déchirés par endroits indiquait la présence d'une blessure par arme à feu, un impact fatal de fusil de chasse, dont la trajectoire suggérait une mort quasi instantanée. L'identification ne tarda pas. Malgré l'état du corps et la dégradation due aux éléments, les traits étaient reconnaissables.
C'était Loïc Brenier. Son visage, figé par les rigueurs de l'hiver, portait les stigmates d'une faim violente. L'absence de certains éléments augmentait le mystère entourant les circonstances de son décès. La sac à dos habituelle de Loïc, celle qu'il emportait pour ses excursions, était introuvable. De même, les documents d'identité, son portefeuille, et tout ce qui aurait pu se trouver dans ses poches étaient absents. La scène suggérait non seulement une mort violente mais aussi une tentative de dissimulation, ou du moins, le prélèvement d'effets personnels par le ou les auteurs. La découverte macabre de Mathieu Arzel eut l'effet d'une déflagration silencieuse dans la vallée. La nouvelle remonta rapidement les canaux officiels après que Mathieu eut réussi à établir un contact par satellite, transmettant les coordonnées précises du site. Cette découverte choquante, presque un an après la disparition de Loïc, forçait la gendarmerie à rouvrir l'enquête, qui avait stagné face à l'absence de pistes concrètes. Le dossier, classé provisoirement, reprenait une urgence nouvelle, alimentée par la certitude d'un acte criminel. Une nouvelle zone d'intérêt fut immédiatement cartographiée, englobant le lieu de la découverte et ses environs, une étendue vaste et inhospitalière, très éloignée des sentiers battus et des zones de recherche précédentes. Les autorités comprirent que le corps de Loïc avait été dissimulé, ou qu'il était décédé dans une zone que personne n'aurait pu imaginer. L'orientation de l'enquête changea radicalement. L'hypothèse d'un accident de montagne, longtemps privilégiée en l'absence de preuves contraires, était désormais écartée. La police judiciaire se concentra sur l'interrogatoire des rares habitants permanents de ces secteurs isolés, des bergers, des gardes-chasse, et surtout, des montagnards reclus, ceux qui choisissaient de vivre en marge de la société, loin des regards. Une revue exhaustive des archives locales fut entreprise, cherchant des antécédents, des signalements, des altercations passées, tout ce qui pourrait relier un individu à cette zone et à une propension à la violence ou à l'isolement extrême. C'est dans ce processus méticuleux que le nom d'Hervé Chalandon, un homme de 59 ans, émergea des profondeurs des rapports anciens de patrouille forestière. Hervé Chalandon était un érémite notoire, vivant isolé dans les Alpes depuis les années 80. Ancien chasseur, sa réputation le précédait. Un homme farouche, peu enclin aux interactions sociales, connu pour sa parfaite connaissance du terrain et pour ses positions parfois extrêmes concernant la préservation de son environnement, qu'il considérait comme son domaine privé. Des rapports datant de plusieurs années mentionnaient des incidents mineurs liés à des braconniers ou des randonneurs s'aventurant trop près de son territoire autoproclamé. Son domicile, une cabane rudimentaire construite de ses mains, se trouvait à quelques kilomètres à vol d'oiseau du lieu de la découverte du corps de Loïc, dans une zone encore plus reculée et difficile d'accès. La coïncidence géographique, combinée à son passé de chasseur et à son tempérament solitaire et méfiant, faisait d'Hervé Chalandon un nouveau suspect crucial dans cette affaire, une figure énigmatique au centre de l'attention des enquêteurs. Le silence des montagnes n'allait pas tarder à être brisé par le bruit des interrogatoires et des recherches approfondies. Le matin du 12 mai 2000, une colonne de véhicules de gendarmerie s'engageait sur les routes sinueuses de la Haute-Savoie, laissant derrière elle les lumières de Grenoble. L'objectif était l'habitation d'Hervé Chalandon, une bâtisse isolée, connue pour son accès difficile. Le parcours en voiture s'interrompait brutalement à l'orée d'une forêt dense, où le sentier se rétrécissait, devenant une piste à peine praticable, même pour des véhicules tout-terrain. Le reste du chemin, sur plusieurs kilomètres, devait s'effectuer à pied, à travers un terrain accidenté et rocailleux, sous un ciel lourd de menaces. Les officiers, équipés de matériel d'intervention et de recherche, progressaient dans un silence tendu. Seule la résonance de leurs pas sur la terre battue et le froissement de leurs uniformes brisaient la quiétude montagnarde. L'air était frais, imprégné de l'odeur de pin et d'humidité. La cabane d'Hervé Chalandon se dressait finalement, lugubre et solitaire, comme un appendice oublié de la montagne. Les volets étaient clos, et aucune fumée ne s'échappait de la cheminée. L'isolement de l'endroit soulignait la nature recluse de son occupant. Les gendarmes encerclèrent discrètement la propriété, assurant toutes les issues potentielles. Un officier s'approcha de la porte d'entrée massive en bois, frappant fermement. Après un long moment de silence pesant, des bruits de pas lourds se firent entendre de l'intérieur. La porte s'entr'ouvrit sur un Hervé Chalandon au visage buriné, les yeux fuyants, trahissant une nervosité à peine contenue. Il tenta un mouvement brusque pour refermer la porte, mais l'action fut trop lente. Les officiers, anticipant une réaction, intervinrent instantanément. Hervé Chalandon fut maîtrisé et interpellé sans qu'il puisse opposer une résistance significative, ses tentatives de fuite étant réduites à néant par la rapidité de l'intervention. Une fois Hervé Chalandon sécurisé, la perquisition de la cabane commença. La petite habitation, rustique et sombre, était en désordre, jonchée d'objets divers,
vestige d'une vie menée en marge de toute convention. L'odeur ambiante était un mélange de tabac froid, de poussière et d'une effluve plus inquiétante, putride, qui flottait dans l'air. La source de cette odeur devint vite évidente. Elle émanait avec insistance d'une trappe en bois dissimulée dans le plancher du salon, verrouillée par un lourd cadenas rouillé. La trappe fut forcée, et une obscurité abyssale, lourde d'une odeur insoutenable, s'engouffra dans la pièce. Les officiers descendirent prudemment dans le sous-sol exigu et glacial, leurs lampes torchées perçant l'obscurité dense. La lumière révéla l'horreur. Sur un lit de fortune, fait de couvertures sales et de quelques vieux sacs de jute, gisait le corps d'Agnès Delcourt. La décomposition était avancée, rendant l'identification visuelle difficile pour un œil non averti, mais les détails des vêtements et les attributs physiques correspondaient aux descriptions de la jeune femme disparue. Le silence de la pièce était écrasant, interrompu seulement par le léger bourdonnement des lampes. L'atmosphère, lourde et macabre, témoignait d'une souffrance prolongée et d'une mort solitaire. La jeune femme avait été laissée là, dans le noir absolu, sans eau ni nourriture, dans une lente agonie qui avait duré des semaines. L'interrogatoire d'Hervé Chalandon débuta quelques heures plus tard dans les locaux de la gendarmerie. Initialement, l'ermite adopta une posture de déni farouche, ses réponses étant évasives et contradictoires. Il prétendait n'avoir jamais vu le couple, affirmant son ignorance des faits. Cependant, face à l'accumulation des preuves matérielles trouvées dans sa cabane, notamment l'état du sous-sol et la présence des restes d'Agnès Delcourt, sa résistance commença à s'effriter. Le mur de son silence se brisa finalement, et Hervé Chalandon se mit à confesser, avec une froideur et une absence de remords troublantes, les détails macabres de son crime. Il raconta avoir rencontré Loïc Brognier et Agnès Delcourt alors qu'ils se trouvaient égarés sur un sentier non balisé, non loin de sa propriété, à la fin de l'automne précédent. Sa paranoïa, nourrie par des années d'isolement, le poussa à les confronter brutalement, les accusant de vouloir l'envahir et de dérober ses biens. Sans attendre de réponse, il les avait frappés tous les deux à la tête avec une clé de roue rouillée, un outil qu'il gardait à portée de main pour sa propre défense. Les coups, portés avec une violence inouïe, les avaient laissés inconscients. Il les avait ensuite traînés sans ménagement jusqu'à sa cabane, les enfermant dans le sous-sol. Le lendemain matin, Loïc Brognier avait tenté de réagir, de se défendre, de trouver une issue, montrant des signes de reprise de conscience et de rébellion. Cette tentative de résistance avait scellé son destin. Hervé Chalandon, ne supportant pas cette opposition, l'avait abattu d'un coup de fusil de chasse, puis avait charrié son corps jusqu'à un ravin isolé de la montagne, le dissimulant sous des rochers et de la végétation pour qu'il ne soit jamais retrouvé. Agnès Delcourt, elle, avait survécu aux coups initiaux. Hervé l'avait maintenue prisonnière pendant plusieurs semaines, la soumettant à des abus répétés et incessants, profitant de sa vulnérabilité et de son isolement. Au fil du temps, le corps d'Agnès, affaibli par la captivité, la malnutrition et les sévices, avait commencé à céder. Elle avait perdu toute force, toute volonté de réagir. Hervé Chalandon, ayant perdu tout intérêt pour sa victime affaiblie, l'avait finalement condamnée à une mort certaine. Il l'avait enfermée définitivement dans le sous-sol, sans lui laisser ni eau, ni nourriture, ni aucune source de lumière, la laissant mourir seule dans l'obscurité et le froid. Sa confession, dénuée de la moindre once de regret, se termina par une phrase glaçante, prononcée d'une voix monocorde. « J'ai pensé qu'il m'envahissait. » Ou « J'ai juste eu besoin de le penser. » Le crime était d'une barbarie inouïe, révélant la psyché dérangée d'un homme reclus, transformé par l'isolement et la paranoïa en un prédateur impitoyable. Le destin d'Agnès Delcourt s'était scellé dans l'isolement le plus total, loin des regards, sous un toit inconnu, au cœur des Alpes. Son corps, déjà affaibli par la violence subie, luttait désormais contre les éléments et l'abandon, une bataille perdue d'avance. La cabane sommaire, un abri de fortune isolé dans les profondeurs de la forêt alpine, devint sa prison finale. Les murs de bois usés, le sol de terre battue et l'humidité constante offraient une protection dérisoire contre le froid mordant des montagnes. L'air y était raréfié, imprégné d'une odeur de moisie et d'humidité, chaque inspiration rappelant la précarité de sa situation. La chaleur du foyer conjugal, les rires partagés avec Loïc, les projets d'avenir, tout cela s'était évanoui dans une obscurité glaciale, remplacée par une solitude abyssale. Les jours se succédèrent, chacun plus long et plus cruel que le précédent. Agnès, immobilisée sur une paillasse de fortune, n'avait accès qu'à une nourriture et une eau minimale, insuffisante pour soutenir sa vie. La privation progressive, combinée aux blessures invisibles et à l'épuisement psychologique, minait inexorablement sa résistance. La conscience de la mort de Loïc, et de son propre sort inéluctable,
ajoutait une dimension de terreur mentale à sa souffrance physique. Chaque souffle devenait un effort, chaque mouvement une douleur lancinante. L'absence de toute aide, de tout contact humain bienveillant, transformait sa survie en une agonie prolongée. Le silence assourdissant de la montagne, ponctué seulement par le vent ou le craquement lointain d'une branche, amplifiait son désespoir. Elle mourut lentement, invisiblement, son dernier soupir se perdant dans le silence impitoyable des sommets, sans témoin, sans sépulture digne. Sa disparition resta inconnue pendant des mois, un secret de plus enfoui dans la solitude des hauteurs, jusqu'à ce que les éléments de l'enquête ne la révèlent. La découverte des corps de Loïc Brenier par Mathieu Arzel, l'alpiniste chevronné de Grenoble, marqua le début d'une enquête complexe et éprouvante. C'est dans le fracas médiatique et l'émoi général que les brigades de gendarmerie de la Haute-Savoie, épaulées par les services d'investigation criminelle, entamèrent un travail de fourmi. Les indices, initialement rares et dispersés sur la vaste étendue montagneuse, furent minutieusement collectés, des fragments de tissus, des traces de pas, des douilles de chasse. Les témoignages des proches du jeune couple décrivirent un Loïc passionné par les sentiers hors des sentiers battus et une Agnès aimante et pleine de vie, des éléments cruciaux pour comprendre la dynamique de leur excursion fatale. L'enquête, caractérisée par une persévérance sans faille, permit de remonter la piste jusqu'à Hervé Chalandon. Son mode de vie reclus, sa connaissance intime de la topographie locale et son passé de chasseur, initialement perçus comme des traits de caractère excentriques, devinrent, à la lumière des découvertes, les éléments centraux de son profil criminel. Le faisceau de preuves commença à se resserrer autour de l'ermite. Le procès d'Hervé Chalandon, qui se tint dans une atmosphère lourde de tension et d'émotion, captiva l'attention du pays. La salle d'audience de la cour d'assises de la Haute-Savoie devint le théâtre d'une confrontation glaçante avec la barbarie. Les faits reconstitués par l'accusation, basés sur des mois d'investigation rigoureuse, brossèrent le portrait d'une brutalité inimaginable. Les experts balistiques confirmèrent de manière irréfutable l'utilisation de l'arme de chasse retrouvée chez Chalandon comme celle ayant causé la mort de Loïc Brenier, un tir précis et fatal. Les analyses médico-légales des restes d'Agnès Delcourt, retrouvées plus tard grâce aux aveux partiels et hésitants de l'accusé qui finit par indiquer le lieu de sa dernière prison, corroborèrent la thèse d'une mort lente due à la séquestration prolongée et au manque de soins essentiels, précédée d'agressions sexuelles d'une violence inouïe. Le témoignage de Mathieu Arzel, celui qui avait brisé le silence des montagnes en découvrant l'horreur, fut essentiel pour établir la chronologie exacte des événements et l'ampleur du calvaire subi par les victimes. Le procureur présenta un dossier accablant, soulignant la préméditation et la cruauté des actes. Les chefs d'accusation retenus contre Hervé Chalandon étaient multiples et d'une gravité exceptionnelle, reflétant la nature complexe et monstrueuse de ces crimes. Il fut inculpé d'homicide volontaire doublement qualifié sur la personne de Loïc Brenier, la qualification étant due à la fois à la préméditation du geste et au fait que l'acte visait à faciliter un autre crime, en l'occurrence l'enlèvement d'Agnès. S'y ajoutaient l'enlèvement et la séquestration d'Agnès Delcourt, crime qui avait directement conduit à sa mort par privation et abandon. L'accusation de viol fut également maintenue, étayée par les preuves physiques découvertes et les circonstances accablantes de la séquestration. Enfin, Hervé Chalandon fut également poursuivi pour la dissimulation des cadavres des deux victimes, un acte démontrant une volonté manifeste et calculée d'effacer les traces de ses forfaits et de rendre impossible toute découverte. Le verdict, rendu après des jours de délibération intense et des semaines de témoignages poignants, fut sans appel. La cour d'assises de la Haute-Savoie, après avoir examiné toutes les preuves et écouté toutes les parties, reconnut Hervé Chalandon coupable de l'ensemble des charges. Sa culpabilité établie au-delà de tout doute raisonnable, la sentence prononcée fut la plus lourde prévue par la loi française de l'époque, la réclusion criminelle à perpétuité. Cette peine, assortie d'une période de sûreté significative, scella le destin de l'ermite en prison, le retirant définitivement des montagnes qu'il avait tant aimées et souillées par son inhumanité. La justice, bien que lente, avait finalement été rendue, apportant une forme de clôture pour les familles des victimes, mais sans jamais pouvoir effacer la douleur. Le drame qui s'était déroulé dans les Alpes à la fin des années 1990 laissa une marque indélébile sur la communauté et la mémoire collective. L'histoire d'Agnès Delcourt et Loïc Brenier, un jeune couple plein de vie, de projets et d'un amour sincère, dont les rêves furent brutalement anéantis par un acte de pure dépravation, devint le symbole d'une innocence perdue et d'une insoutenable fragilité de l'existence. Leur passion commune pour la nature, leur désir d'explorer les sentiers moins connus, les avait menés à une rencontre fatale avec la barbarie. Les montagnes de Haute-Savoie, jadis perçues comme un havre de paix, de beauté et d'aventure sans limite, furent à jamais teintées par l'ombre de cette tragédie. Le crime d'Hervé Chalandon rappela la vulnérabilité de l'humain face à une violence inattendue, même dans les lieux les plus reculés et apparemment sereins.
Il laissa une cicatrice profonde dans le paysage, dans les cœurs de ceux qui avaient connu Agnès et Loïc, et dans l'imaginaire collectif, un rappel brutal que même dans la grandeur de la nature, l'obscurité humaine peut se manifester de la manière la plus terrifiante. Au cœur de ces sommets majestueux qui ont vu tant d'histoires naître et disparaître, l'affaire de Loïc Brognier nous confronte à la force implacable de la nature, mais aussi aux zones d'ombre qui persistent. Chaque pas dans ces paysages grandioses est un dialogue avec l'inconnu, une danse sur cette frontière ténue entre l'exaltation de la découverte et le péril silencieux. Cette histoire est un rappel poignant que même les esprits les plus préparés, les plus passionnés par l'aventure, peuvent être vulnérables face à des forces qui nous dépassent. La montagne, dans sa grandeur intemporelle, garde parfois ses secrets les plus profonds, enveloppée dans le silence de ses neiges éternelles et le mystère de ses vallées reculées. Elle nous pousse à interroger notre propre rapport au risque, à la quête de vérité, et à la certitude que l'on cherche à percer, même quand elle reste insaisissable. Quelle est votre propre perception de cette frontière invisible entre l'exploration et le danger? Croyez-vous que certains mystères sont destinés à rester non résolus? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre avis est essentiel. Et si vous souhaitez plonger plus profondément dans d'autres affaires troublantes et inexpliquées, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes.